Les trois Stooges, Moe Howard, Larry Fine et Curly Howard étaient des maîtres du slapstick, des comédiens capables de faire rire le public avec un simple entartage ou un coup d'œil. Mais derrière leur chaos génial se cachaient genre des histoires bien plus sombres que leur numéro ne le laissait supposer. Moe était plus qu'un chef de file bruyant. C'était un homme qui portait le poids de sa famille et de la survie du groupe. Larry, avec ses cheveux crépus et son violon, portait des cicatrices d'enfance qui ont façonné l'artiste qu'il est devenu. Et Curly, le préféré des fans, luttait contre des démons qu'aucun gag ne pouvait cacher. Leur héritage était le rire, mais leur vie portait des luttes que peu de fans ont vraiment comprises. Le rêve final de Moe est le retour douloureux de Shemp. Moe Howard a été l'épine dorsale des Stooges depuis le tout début. En dehors de la scène, il tenait les livres, gérait les contrats et se battait discrètement avec Columbia Pictures pour obtenir les plus petites miettes de reconnaissance. Sur scène, il était le plus bruyant, le tyran qui remettait ses partenaires à leur place à coups de gifles. Mais en vérité, c'est lui qui a porté le poids du groupe longtemps après que les autres se soient effondrés. Dans ces dernières années, Moe rêvait encore d'offrir aux Stooges un dernier chapitre. Il avait discrètement esquissé des idées pour un nouveau projet, un projet qui célébrerait leur histoire, mélangerait d'anciens numéros avec de nouveaux éléments et offrirait une conclusion aux fans qui les avaient suivis pendant des décennies. Mais le rêve s'est éteint au début de 1975 lorsque Moe a été diagnostiqué d'un cancer du poumon. Il a survécu à Curly, Shemp et Larry. Pourtant, quelques mois après le décès de Larry, Moe lui-même s'en est allé. Le dernier Stooge original survivant, son dernier acte n'a jamais atteint la scène. Les fans n'ont jamais vu l'hommage qu'il avait imaginé, et ce silence est devenu l'un des secrets les plus tragiques de son histoire. La tragédie du remplacement a également hanté les Stooges bien plus tôt. En 1946, lorsque Curly Howard a subi un accident vasculaire cérébral dévastateur pendant le tournage de Half-Wits Holiday, le groupe a perdu son cœur battant. Curly était adoré par le public. Son innocence enfantine et son énergie imprévisible le rendaient irremplaçable. Pourtant, le spectacle devait continuer. C'est alors que Shemp Howard, le frère aîné de Moe et l'un des Stooges originaux, est revenu pour combler le vide. Shemp s'était taillé sa propre carrière à Hollywood, travaillant avec des stars comme John Wayne et Marlène Dietrich. Mais ce retour n'a pas été un triomphe. Les fans l'ont sans cesse comparé à Curly, et rarement avec bienveillance. Son énergie nerveuse et son débit plus sec contrastaient avec le souvenir de la folle intelligence de son jeune frère. Les films de l'ère Shemp étaient souvent sous-financés, mal éclairés et rafistolés avec des images recyclées. Pour le public, il ressemblait à un groupe en déclin. Mais pour Shemp, c'était pire. Il n'était pas considéré comme un artiste à part entière, mais comme un remplaçant de quelqu'un qui ne pourrait jamais revenir. Cette douleur silencieuse a persisté jusqu'à sa propre mort soudaine en 1955, lorsqu'il s'est effondré d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Les cicatrices de Larry et la douceur dans le chaos. Larry Fine, né Louis Finberg à Philadelphie en 1902, n'a jamais eu l'air du personnage tragique qu'il était réellement. Avec ses cheveux sauvages et crépus, et ses expressions douces et confuses, il est devenu l'intermédiaire idéal entre l'agressivité de Moe et le chaos de Curly. Mais l'étrange douceur qu'il apportait au spectacle provenait d'un accident infantile qui a failli détruire son avenir. Son père travaillait comme bijoutier et utilisait de l'acide chlorhydrique pour tester l'or. Un jour, alors que Larry était encore enfant, il a pris une bouteille d'acide pour de l'eau. Son père a réagi rapidement en lui arrachant la bouteille des mains. Mais le liquide s'est répandu sur son avant-bras, brûlant sa peau et ses muscles. Les dégâts ont laissé son bras faible et tremblant, et cela aurait pu ruiner sa vie complètement. Afin de renforcer les muscles endommagés, les parents de Larry l'ont inscrit à des cours de violon. Ce qui a commencé comme une thérapie s'est transformé en talent. Le bras de Larry s'est renforcé et son talent s'est aiguisé, suffisamment pour que ses parents rêvent de l'envoyer en Europe pour une formation musicale avancée. Ce rêve s'est évanoui lorsque la Première Guerre mondiale a fermé les frontières
et rendu les voyages impossibles. Mais Larry n'a jamais lâché le violon. Même en tant que stooge, lorsque les tartes volaient et que les maillets swinguaient, il sortait parfois le violon et surprenait le public avec des moments de grâce inattendus au milieu du chaos. Pourtant, la douceur de Larry le rendait vulnérable. Contrairement à Moe, qui s'est battu bec et ongles contre les studios, Larry acceptait souvent les conditions qui lui étaient offertes, se tenant en retrait. C'est lui qui adoucissait les coups, à l'écran comme en dehors, et qui essayait souvent de maintenir la paix lorsque les esprits s'échauffaient. À la fin des années 1960, des années de comédie physique et de tournées incessantes ont commencé à le rattraper. En 1969, juste avant le tournage de KS Tour, Larry a subi un accident vasculaire cérébral massif qui l'a laissé paralysé. Pendant les 5 dernières années de sa vie, il a été confiné dans un fauteuil roulant, essayant toujours de danser même lorsque son corps refusait de coopérer. Il est décédé en janvier 1975, quelques semaines seulement avant Moe lui-même. Pour le public, Larry était le doux battement de cœur du groupe. Pour les Stooges, il était celui qui portait des cicatrices depuis le tout début, piégé par les contrats et trompé par le succès. De l'extérieur, il semblait que les 3 Stooges étaient intouchables, des noms connus dont les courts-métrages remplissaient les salles de cinéma dans les années 1930 et 1940. Le public acclamait avec enthousiasme leur bobine de 18 minutes, parfois plus que le film principal lui-même. Pourtant, en coulisses, ils étaient piégés dans ce que Moe Howard a appelé plus tard une prison contractuelle. Lorsqu'ils ont signé avec Colia Pictures en 1934, leur accord semblait décent au début, 1 000 $ par semaine pour l'ensemble du groupe. Mais ce chiffre était divisé entre 3 hommes, puis 4, ce qui laissait à chacun bien moins que ce que leur succès au box-office laissait supposer. La cruauté résidait dans une petite clause insérée par le patron de Columbia, Harry Cohn, l'option ouverte. Chaque année, le contrat des Stooges devait être renouvelé, mais seulement si le studio le souhaitait. Le trio n'avait aucun pouvoir de renégociation, aucune chance d'exiger une meilleure rémunération et aucune garantie de sécurité. S'ils ne parvenaient pas à faire rire, Cohn pouvait les licencier instantanément. S'ils réussissaient davantage, il leur était interdit de demander une augmentation. C'était de l'exploitation déguisée en opportunité, et cela les a tenus en laisse pendant plus de 2 décennies. Même lorsque leur salaire est passé à 7 500 $ par semaine, il était toujours divisé entre les membres du groupe, et Columbia gardait chaque centime des nouvelles sorties, de la syndication télévisée et, plus tard, de la vidéo à domicile. Au moment où leurs films ont rapporté des millions de dollars grâce à de nouveaux formats, c'est dans les années 1950 et 1960, aucun des Stooges n'a vu 1 centime des bénéfices. Moe a admis un jour avec amertume qu'ils étaient les inconnus les plus célèbres d'Amérique. Leurs visages étaient reconnus partout, mais leurs noms n'ont jamais été traités avec respect par l'industrie. L'injustice leur a survécu. En 1993, alors que Joe Curly, Joe Darita était mourant, sa part de merchandising a brusquement chuté. Sa veuve, ainsi que la petite fille de Larry Fine, ont intenté une action en justice accusant les héritiers de Moe d'avoir détourné plus de 5 millions de dollars de bénéfices. L'affaire judiciaire a révélé ce qui était vrai depuis longtemps. Le rire qui a enrichi les studios et les distributeurs n'a laissé aux artistes eux-mêmes que des corbes brisées et des chèques de paye en voie de disparition. Le succès avait fait d'eux des légendes, mais pas des hommes riches, Le coup caché du slapstick. Pour des millions de fans, la comédie des Stooges semblait ne demander aucun effort. Un coup de marteau sur la tête, une scie qui traverse une chaise, une tarte qui explose sur un visage. Le public rugissait de rire, mais le coût de ces gags s'est inscrit dans les cicatrices, les points de suture et la douleur permanente. Contrairement aux comédiens hollywoodiens plus récents qui travaillaient avec des cascadeurs et des équipes de sécurité, les Stooges n'avaient souvent que leur instinct pour les protéger. Leur réalisateur, Jules White, avait la réputation de pousser la comédie physique au-delà des limites de sécurité. Pour lui, un gag n'était drôle que s'il avait l'air réel, et réel signifiait souvent de vrais maillets, des meubles lourds ou des objets tranchants. Lors d'un tournage,
Larry Fine a reçu un stylo à plumes planté dans la nuque pendant un numéro où il jouait à un jeu de fléchettes humain. Il a survécu, mais le stylo a dû être retiré chirurgicalement. Curly Howard s'est fendu le front lorsqu'un gag de slapstick a mal tourné, ce qui lui a valu des points de suture cachés sous une perruque quelques heures plus tard. Moe s'est cassé le nez lors d'une autre prise, s'arrêtant à peine avant que les caméras ne recommencent à tourner. Les blessures TCIND n'étaient pas des accidents. Elles étaient des coups guettés et des coups réguliers pour respecter les délais de Columbia. La pression était implacable. Ils ont filmé jusqu'à 8 courts-métrages par an, souvent avec peu de temps de récupération entre les projets. Les coupures, les contusions et les commotions cérébrales s'accumulaient. L'exemple le plus effrayant s'est produit lors du tournage de Three Little Pigskins en 1934. Les Stooges étaient censés jouer contre une équipe de joueurs de football professionnels pour faire rire. Lorsque le trio a refusé de faire la scène, des cascadeurs ont été utilisés à la place et le résultat a été catastrophique. Les doublures ont subi des fractures d'os, des côtes fêlées et des commotions cérébrales, le tout au service d'une blague. Pour le public, ces moments ressemblaient à un pur chaos, inoffensif et exagéré. Mais la réalité était une comédie de la douleur. Derrière chaque rire se cachait un homme qui rentrait chez lui avec des gonflements, une peau brisée ou du sang caché sous le maquillage. Par une ironie tragique, les Stooges sont devenus prisonniers de leur propre slapstick. Ils devaient pousser leur corps à la limite pour la seule chose que le studio appréciait le plus, le son du rire. Ennemis, violence et origine sombre. En 1940, les Stooges ont fait quelque chose d'audacieux qui a choqué même Hollywood. À une époque où l'Amérique s'accrochait encore à la neutralité face à la guerre, Moe, Larry et Curly ont sorti You, Nasty Spy, une parodie courageuse qui se moquait directement d'Adolf Hitler. Moe jouait Moe Hailstone, une caricature du dictateur, tandis que Curly et Larry transformaient Hermann Göring et Joseph Goebbels en bouffons. Le court-métrage ridiculisait le fascisme avec des tartes et des chutes burlesques, et bien qu'il n'ait duré que 18 minutes, il était révolutionnaire. Des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles Hitler lui-même avait vu la parodie et avait inscrit les Stooges sur sa liste personnelle de personnes à abattre. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une vérité, l'idée a montré à quel point la comédie pouvait être dangereuse lorsqu'elle visait le pouvoir réel. Pour 3 artistes juifs, ridiculiser le régime nazi n'était pas seulement une satire, c'était de la résistance. Toutefois, leurs marques de fabrique ne provenaient pas de la salle des auteurs. Leur gag le plus célèbre, le coup dans l'œil, n'est pas né de la comédie, mais de la colère. Un soir, pendant une partie de cartes, Shemp a accusé Larry de tricherie. Dans un accès de frustration, il a planté 2 doigts directement dans les yeux de Larry. Larry a reculé, stupéfait, tandis que Moe regardait en silence. Plus tard, Moe a transformé ce moment de violence réelle en slapstick. Le coup dans l'œil est devenu une signature, répétée à l'infini dans les films, cachant son origine sombre derrière le rire. Les ténèbres s'étendaient également à leur début. Avant d'être des stars, les Stooges avaient fait partie du spectacle de vaudeville de Ted Healy au début des années 1930. Healy était impétueux, autoritaire et souvent violent. Son tempérament rendait la vie misérable à la troupe, et ils ont fini par se séparer pour former leur propre numéro. Mais en 1937, l'histoire de Healy s'est terminée mystérieusement. Après une nuit de beuverie au nightclub Trocado à Los Angeles, il s'est battu avec des personnalités d'Hollywood, dont l'agent Pat Dico, dont on disait qu'il avait des liens avec la mafia, et un jeune producteur nommé Albert Cubby Broccoli. Quelques heures plus tard, Healy était mort à seulement 41 ans. La cause officielle était une insuffisance rénale, soi-disant due à l'alcool, mais son corps portait des ecchymoses et des coupures. L'affaire a été classée rapidement, trop rapidement, laissant derrière elle des murmures de dissimulation. Pour les Stooges, c'était un rappel que derrière les lumières vives de la comédie, Hollywood pouvait être un lieu d'ombre, de secret et de violence soudaine, coupe de cheveux, pas boiteux et un rappel doux amer. Certains des traits
Les plus reconnaissables des Stooges ne sont pas issus de l'invention, mais de la douleur et de l'accident. La coupe au bol sévère de Moe Howard, l'image du chef bruyant et autoritaire, avait une origine étrange. Enfant, la mère de Moe adorait ses boucles, et refusait de les couper parce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir une fille. Mais les longues boucles faisaient de Moe une cible constante de moqueries. Un après-midi, après des années d'humiliation, il a attrapé des ciseaux et a coupé lui-même ses cheveux. La coupe inégale est devenue la base de son look ultérieur, une coiffure qui le définirait pour le reste de sa vie. La célèbre démarche de Curly Howard avait des racines encore plus sombres. Bien avant de devenir le clown attachant, Jerome Curly Howard s'est accidentellement tiré une balle dans le pied à l'adolescence. Terrifié par les hôpitaux, il a refusé un traitement approprié, ce qui lui a laissé une boiterie permanente. Au lieu de la cacher, Curly a exagéré le mouvement, transformant la boiterie en comédie. Le pas traînant bondissant est devenu une signature de sa présence sur scène, un gag que les fans adoraient, sans jamais savoir qu'il avait commencé dans la douleur. Lorsque l'accident vasculaire cérébral de Curly a mis fin à sa carrière en 1946, la recherche d'un remplaçant a révélé à quel point le numéro était devenu fragile. Le réalisateur Jules White a même envisagé de faire appel à Buddy Hackett, un comédien en pleine ascension dans les Catskills, pour remplacer Curly. Hackett a refusé, ne voulant pas s'imposer le train-train de vivre dans l'ombre d'un autre homme. Finalement, Shemp a comblé le vide, mais le groupe n'a jamais retrouvé sa magie d'antenne. Bien qu'ils aient été traités comme des citoyens de seconde zone par l'industrie pendant des décennies, les Stooges ont remporté un rare triomphe en 1934. Leur court-métrage Men in Black, une parodie de Men in White avec Clark Gable, leur a valu une nomination aux Oscars. Ils n'ont pas gagné, mais cela a prouvé que même le slapstick pouvait côtoyer la plus haute scène d'Hollywood. Les années qui ont suivi, cependant, ont apporté plus de tristesse que de célébration. Au début des années 1970, Larry était paralysé, Moe luttait contre le cancer et Curly Joe était aux prises avec une santé déclinante. Moe est si mort en mars 1975, quelques mois seulement après le décès de Larry, tirant le rideau final sur les Stooges originaux. Ce qui restait, ce sont les films, des centaines de courts-métrages remplis de chaos et de rire. Mais derrière chaque coup dans l'œil, chaque chute burlesque et chaque tarte à la figure, il y avait des cicatrices, des accidents, des trahisons et des rêves qui n'ont jamais atteint l'écran. Leur comédie a fait rire le monde entier, mais leur vie a raconté une histoire. Histoire bien plus triste. Les trois Stooges ont laissé derrière eux un héritage de rire, mais leur vie réelle a été remplie de douleurs, de sacrifices et de secrets que les fans n'ont rarement vus. Ils ont tout donné à la comédie, même leur santé, leur liberté et parfois leur dignité. Et pourtant, leur travail continue de faire rire le monde entier près d'un siècle plus tard. Si vous pouviez passer une journée avec les Stooges, quel rôle prendriez-vous? Moe le chef, Curly le sauvage ou Larry l'intermédiaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer d'autres histoires inédites du passé d'Hollywood.